Bismillahirrahmanirrahim. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est le cours d'électricité 2 ou électromagnétisme dans le vide. Alors ce cours-là est réparti donc en trois parties. La première partie, c'est la magnétostatique dans le vide. Si on fait l'analogie avec l'électrostatique. Et la deuxième partie, c'est les réseaux électriques en courant alternatif, donc régime sinusoïdal. Et la troisième partie, c'est les ondes électromagnétiques dans le vide. Alors pour la deuxième partie, donc c'est donc la suite du cours de l'électrocinétique que vous avez vu donc en courant continu. Ici, vous allez le voir en courant alternatif. Régime sinusoïdal. Pour la première partie, donc c'est une analogie. Donc si on fait une analogie donc avec l'électrostatique, donc là il s'agit donc des calculs du champ magnétique. Donc on commencera par la partie 1, c'est la magnétostatique dans le vide. Alors c'est quoi la magnétostatique? La magnétostatique, donc il étudie des phénomènes où le champ magnétique est statique, ça veut dire il ne dépend pas donc du temps. Ce champ, il peut être créé par ce qu'on appelle des aimants ou des courants continus. Donc on va commencer le premier paragraphe avec les phénomènes magnétiques. Les premiers donc phénomènes magnétiques donc depuis l'Antiquité qui ont été découverts, c'est ce qu'on appelle donc les aimants. Donc un aimant, c'est quoi un aimant? Un aimant, il est formé par une substance donc appelée magnétite. C'est une substance qui a été découverte au magnésia violentiercus. Et cette substance, elle a comme propriété l'attraction de l'émail de fer ou tous les matériaux donc ferromagnétiques comme le fer, nickel, cobalt. Cette propriété donc montre qu'il existe une interaction entre le fer et l'aimant. Donc là, je présente donc une figure qui montre donc l'interaction qui existe donc entre donc le barreau magnétique ou bien l'aimant et l'émail de fer. Donc on voit bien que on a donc ce qu'on appelle donc des lignes du champ donc qui apparaissent ici dans cette figure là. Et l'aimant, un aimant donc, il possède donc deux pôles, le pôle nord et le pôle sud, donc le pôle nord et le pôle sud. Et pour distinguer entre, donc, ou bien savoir ces pôles-là, donc on utilise une aiguille aimantée, donc une aiguille fine, allongée et légère, suspendue sur son centre de gravité, et dont on connaît donc ces pôles, donc nord et sud. Donc lorsqu'on a les pôles de même nom, donc l'aiguille et l'aimant se repoussent, et lorsqu'on a les pôles de même nom, donc de nom différents, donc ils s'attirent. Et comme ça, donc on peut savoir quel est donc le pôle de l'aimant. Donc par exemple ici, on a le sud avec le nord, donc il s'attire. Donc on peut dire que l'aimant, il a le pôle, donc dans cette région c'est le pôle sud, et bien sûr donc de l'autre région ça va être le nord. Donc l'orientation de l'aiguille, donc dans ce cas-là, dans la figure qu'on voit ici, donc il dépend donc des lignes du champ. Et l'aiguille dépend de la position autour donc de l'aimant. Donc si on enlève donc l'aimant, tous les aiguilles vont donc se disposer de la même manière, ça veut dire qu'elles sont soumises uniquement au champ magnétique terrestre. Donc la présence de l'aimant, il a modifié donc les propriétés de l'espace. Donc de l'espace qu'on a ici, donc on peut dire qu'il y a existence d'un champ magnétique. Donc là c'est un exemple donc de champ
d'un aimant gigantesque. Donc ça veut dire, William Gilbert il a suggéré que donc la Terre donc est un gigantesque aimant. Donc on voit ici le pôle sud et le pôle sud magnétique et le pôle nord magnétique. Donc là je donne rapidement quelques applications de l'aimant. Donc on l'utilise en informatique, en électricité, en médecine et en industrie ferroviaire, etc. Donc là je passe, donc on a vu donc que le champ peut être créé, le champ magnétique peut être créé par un aimant. Donc là on va voir que le champ peut être créé par un courant continu. Donc pour montrer ça, donc il y a une expérience, c'est l'expérience de Hans Christian Ørsted. Alors il veut montrer qu'il y a une interaction entre les phénomènes magnétiques et électriques. Donc il a placé un fil conducteur, donc là on a un fil conducteur en présence d'une boussole, ça veut dire l'aiguille aimantée, et il a fait passer donc un courant dans ce fil conducteur. Donc ces constatations, il a constaté que la présence du courant divise donc l'aiguille. Et s'il inverse le sens du courant, la déviation de l'aiguille change de sens. Donc la force est la force qui divise l'aiguille et non radiale. Donc et s'il coupe le courant, l'aiguille donc revient à sa position initiale. Donc il a conclu que le courant est donc la cause de la déviation de l'aiguille et que ce courant-là, il crée donc un champ magnétique qui est donc responsable du changement de la direction de l'aiguille. Donc cette expérience a montré que Ørsted a prouvé qu'il existe un lien entre le courant électrique et le champ magnétique. Alors, le troisième paragraphe, il s'agit donc, je donne un aperçu sur le champ d'induction magnétique. Donc, c'est au voisinage de particules ou un ensemble de charges en mouvement, on peut définir donc un champ de vecteur, c'est le champ d'induction magnétique B. Donc là aussi, ce champ-là, il peut être, comme on a dit tout à l'heure, créé par un aimant. Donc l'unité de B du champ magnétique, donc c'est le Tesla. Mais comme le Tesla est une unité très grande, on utilise souvent une sous-unité qui est donc le Gauss. Donc un Gauss est égal à 10 moins 4 Tesla. Donc là, je vais donner quelques grandeurs de champ magnétique. Donc le champ, par exemple le champ terrestre, donc est égal donc à 0,5 Gauss. Un aimant pour un aimant 100 Gauss. Et pour un solenoïde, donc c'est 0,1 donc Tesla, et etc. Donc là aussi, donc pour ce paragraphe-là, donc il y a une propriété qu'on a déjà appliquée au champ électrique, c'est le principe de superposition. Donc là aussi, ce principe-là, il s'applique au champ magnétique. Donc si on a deux particules, donc 1 et 2, donc alors B créé par au point M quelconque de l'espace, ce n'est que la somme vectorielle du champ créé par chaque particule. Et donc c'est le principe, donc ici c'est le principe de superposition. Donc aussi il y a une autre propriété, c'est que le champ magnétique B n'est pas radial. B est un pseudo-vecteur. Et là, le sens, il est défini par une convention d'orientation d'espace. Donc ça, on va le voir par la suite.